Bonjour à tous, je m'appelle Franck Acnin, je suis le responsable France de Security Scorecard. Je suis basé à Paris. Notre plateforme établit un diagnostic cybersécurité de la surface d'attaque des entreprises de manière externe et non intrusive. Cela se matérialise au travers d'une notation de la posture cyber des compagnies. Comme l'a dit Mauro un peu plus tôt, je vous invite à poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre en fin de session en fonction du temps qui nous reste. Je vous souhaite un bon webinaire et je passe le relais à Mauro Israël, expert en cybersécurité. Merci beaucoup, Franck. Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir partager ces moments avec vous par rapport aux cyberattaques qui ne font que croître et prospérer depuis notamment l'année dernière avec le premier confinement. Et donc, beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entités publiques se posent la question de comment contrer efficacement ces cyberattaques. Et j'ai trouvé dans ma veille ce service Security Scorecard et j'ai fait waouh. Et je vais vous partager ce waouh avec vous, avec quelques exemples. Comme vous savez, le monde a changé, comme dit le chanteur. Il s'est déplacé quelques vertèbres. Autrement dit, les nouveaux modes de travail, nous en sommes un exemple aujourd'hui, font que nous sommes souvent à la maison en télétravail. Nous avons également modifié un certain nombre de façons de fonctionner et on a besoin impérativement d'accéder au système d'information de l'entreprise ou de l'entité dans laquelle nous travaillons, et ceci de manière durable. Et comme le disait Darwin, ce n'est pas la plus forte des espèces qui survit, ni la plus intelligente, mais celle qui s'adapte le mieux au changement. Donc comment pouvons-nous nous adapter à ce changement structurel de notre économie et de notre société? Eh bien, c'est ce que nous essayons de faire avec justement ces visioconférences et ce système de télétravail. N'oublions jamais que dans le monde Internet, il n'y a pas de frontières. C'est un monde global, interconnecté, et n'importe quel ordinateur de la planète peut joindre et donc potentiellement attaquer notre propre ordinateur, celui sur lequel nous travaillons, en moins d'une seconde. Et donc cette capacité absolument fabuleuse d'attaque, et là, les hackers se sont rendus compte que ça leur permettrait d'obtenir des piratages qu'ils pourraient monétiser. Et donc, on est confronté à un certain nombre de cyber-risques. J'ai mis ici les 5 premiers pour mémoire, et j'ai mis en rouge la contamination virale par ransomware, par rançongiciel, sans oublier les risques associés comme la fuite d'informations sensibles ou la perte de données à travers l'effacement, la perte d'intégrité, voire la destruction. On a vu d'ailleurs que ce n'était pas forcément une cyberattaque qui était la cause de cette perte, mais ça pouvait également être la destruction d'un data center avec évidemment les sauvegardes associées. On a aussi donc des problèmes de déni de service potentiel. Notre site web va être down et on a enfin le défacement de nos sites web ou de nos informations, les fake news dont vous avez entendu tous parler, l'atteinte à l'image de notre entreprise. Mais pourquoi cette explosion des cyberattaques depuis le premier confinement, depuis la crise Covid-19? Eh bien, tout simplement pour de l'argent, parce que les, les premiers hackers en 2016-17, lorsqu'il y a eu le ransomware WannaCry, ont commencé à se faire un peu d'argent sur des petites rançons de 1 bitcoin. Sauf qu'à l'époque, le bitcoin valait entre 200 et 300 euros. Et donc, quand on payait un bitcoin, en fait, on payait une rançon assez ridicule. Sauf que les bitcoins, depuis, ont dépassé la barre des 50 000 euros. Et donc, ces gens-là se sont enrichis mécaniquement en ayant amassé leur butin en format bitcoin, en crypto-monnaie.
Et donc, ils ont investi pas mal d'argent dans des meilleurs ordinateurs, dans des connexions, dans des systèmes de serveurs avec des rebonds. Et toute cette mafia industrielle, aujourd'hui, elle continue à demander des rançons qui maintenant peuvent aller jusqu'à plusieurs millions d'euros, quand c'est le cas d'une société cotée en bourse ou du CAC 40 ou une grande société. Et puis, ils s'attaquent aussi à des entreprises de taille plus réduite, mais qui ont impérativement besoin de leur système d'information, comme par exemple les établissements hospitaliers. Comment fonctionne une cyberattaque aujourd'hui de manière extrêmement simplifiée? Eh bien, ça fonctionne exactement comme une campagne militaire. Au début, il y a une reconnaissance de la cible. Cette phase-là, elle est rendue possible par un certain nombre d'outils qui sont mis à la disposition des hackers sur Internet, que l'on peut avoir en open source ou bien à des prix tout à fait raisonnables. Il y a des kits d'attaque qui comprennent un système de reconnaissance. Donc, ce système de reconnaissance va analyser en fait toutes les adresses IP qui existent. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de ciblage à ce niveau-là d'une entreprise ou d'une entité ou d'une autre. Mais dès lors qu'il y a une surface d'attaque disponible dans cette cible, c'est un certain nombre de trous de sécurité qui sont exploitables, ces hackers, ces pirates vont tenter d'envoyer un certain nombre d'emails de phishing à cette cible pour essayer de lui faire cliquer soit sur la pièce jointe, soit sur un lien pour établir une compromission initiale, c'est-à-dire une première machine qui soit piratée. L'envoi d'email n'est pas la seule façon d'ailleurs d'obtenir cette compromission initiale. Il y a par exemple, on l'a vu dans l'attaque SolarWinds, qu'il s'agit d'envoyer une mise à jour, un correctif de sécurité, un patch, et tous les clients de SolarWinds qui appliquent ce correctif de sécurité se retrouvent avec une porte ouverte qui permet l'installation d'un maliciel, d'un logiciel qui va permettre cette compromission initiale. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est justement la manière de comprendre quelle est notre surface d'attaque, qu'est-ce qui est réellement attaquable dans notre système d'information depuis l'extérieur, c'est l'objet de Security Scorecard, et ensuite de réduire cette surface d'attaque de manière à avoir le moins de prises possible, un peu comme une paroi dans la montagne qui aurait un minimum de prises, elle sera beaucoup plus difficile à grimper et de la même manière, les pirates pourront beaucoup plus difficilement nous attaquer que d'autres. Que se passe-t-il ensuite une fois que la compromission initiale a eu lieu? Eh bien, malheureusement, il y a une prise de contrôle à distance qui est effectuée à travers un command and control, un C2, et il y a diffusion d'un malware, d'un ransomware sur tout le réseau en mode silencieux. Cette phase peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, quelquefois même plusieurs mois. Et ensuite, au moment voulu, il y a déclenchement de l'attaque proprement dite avec l'affichage sur tous les postes contaminés d'un message de demande de rançon. Évidemment, les postes ont été chiffrés sur toutes les données qui pouvaient l'être et le poste est bloqué. Et évidemment, s'il s'agit d'un serveur, eh bien, tous les services associés sont bloqués également. Il y a une option récente qui est la diffusion d'échantillons de données volées sur Internet, ce qui permet entre guillemets, de faire pression sur la cible en lui disant qu'effectivement, il a bien été piraté et qu'on a bien récupéré ces données et qu'on est en train de les diffuser pour prouver que c'est vrai. Ensuite, c'est pas fini, que l'on paye ou pas d'ailleurs, il y a un maintien dans le système, il y a des dysfonctionnements en cascade, il y a des demandes de rançon à répétition, surtout si on a payé, et donc il faut ensuite éradiquer tout ça. Ça peut prendre des jours, des semaines, voire des mois, et il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ne sont pas encore revenues à une situation nominale.
Si vous voulez avoir les détails de la Cyber Kill Chain complète, j'ai fait sur mon blog, j'ai fait une série d'articles, une quinzaine d'articles qui expliquent pour chacune des phases, qui sont d'ailleurs dans le Meter Attack Framework, dans le référentiel du MITRE, eh bien, chacune des phases. Et là, on parle de la phase de reconnaissance, naturellement, qui est la phase initiale. Ça ressemble beaucoup à la grande ours avec une phase cyclique entre la post-exploitation, l'élévation de privilèges, les mouvements latéraux et le pivoting qui revient de nouveau à la post-exploitation et ainsi de suite. Avec la base qui est le command and control, c'est-à-dire le système côté pirate qui interagit avec le système cible qui a été contaminé et qui a été piraté. Pour rappel, on a deux piliers dans la cybersécurité. On doit mettre en place une organisation qu'on a coutume d'appeler SecGov, Security Governance. Et donc, ça consiste à mettre en place des procédures et des équipes opérationnelles qui soient capables de coordonner un système de management. Et puis, il y a les opérations, les SecOps, c'est-à-dire des procédures et des équipes qui sont capables d'agir sur les composants de sécurité et, bien entendu, de réagir en cas d'attaque. Pourquoi ces deux piliers sont intéressants et fondamentaux? Parce que le fait de se rendre compte d'une attaque ne va pas pour autant la bloquer, mais le fait de pouvoir réagir rapidement, comme un service d'urgence dans un hôpital par rapport au service des chirurgiens, qui seraient les ingénieurs réseau et système au niveau informatique, ce sont deux équipes très différentes. L'équipe des urgentistes, on a coutume de la localiser dans ce qu'on appelle le SOC, le Security Operations Center, et l'équipe des chirurgiens dans les informaticiens qui vont agir sur chacun des composants de sécurité. Et puis la gouvernance qui est confiée au RSSI, au CISO. Pour contrer les cyberattaques modernes, il faut qu'on change de paradigme au niveau de l'organisation de l'IT et de la cybersécurité. En fait, avant, avec le périmètre, on faisait confiance à tout ce qui était, par définition, à l'intérieur du périmètre. Le périmètre était défini par le routeur et le firewall entre le réseau interne, qui n'est pas joignable en termes de routage par l'extérieur, et le réseau externe, qui est Internet, ou un réseau autre qu'Internet, mais externe au périmètre, et entre les deux, une petite plage qui permet d'accéder à Internet depuis l'extérieur ou qui permet de recevoir des appels depuis Internet, qu'on appelle la DMZ, la zone démilitarisée, dans laquelle on positionne par exemple les services web comme la messagerie ou les sites web. Et en aucun cas la base de données, bien entendu. Dans le paradigme Zero Trust, on ne fait plus confiance à l'intérieur, puisqu'il n'y a plus d'intérieur pour des raisons pratico-pratiques. La première, c'est que les personnes qui sont avec leur ordinateur à l'extérieur du périmètre de l'entreprise, puisqu'elles sont aujourd'hui en télétravail, elles sont connectées à leur box Internet. Et donc, elles ne sont plus protégées à l'intérieur du périmètre. Si on met en place un VPN, un accès distant, par un réseau privé virtuel, eh bien, si la machine extérieure se fait contaminer, pour une raison ou une autre, elle va donc pouvoir contaminer l'intérieur. Le principe du Zero Trust, c'est que donc tout doit être contrôlé. On ne fait plus confiance à aucun composant. Donc ça veut dire quoi concrètement? Il y a trois fondamentaux à mettre en place. Chaque utilisateur doit être identifié, c'est-à-dire que le fait qu'on ait fourni un simple login mot de passe ne prouve rien, surtout avec les millions de mots de passe qui ont été piratés depuis notamment collection numéro 1 début 2019 et qui ont été divulgués dans le web. Donc tous les mots de passe qui permettent d'accéder par un simple crédentiel login mot de passe à un système d'information, y compris en VPN, c'est une faille évidente. Et donc chaque utilisateur doit être non seulement valide,
mais identifié de manière la plus forte possible, tout ce que vous pouvez imaginer en termes de double authentification, de système d'authentification forte, etc., et est une bonne idée. Et tout ce qui est évidemment gestion de l'annuaire de manière sécurisée est également une très bonne idée. Chaque accès doit être validé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder avec juste le fait d'avoir un login mot de passe. Là aussi, l'accès au réseau ne doit pas permettre ensuite d'accéder à tout. Et donc, chaque accès, l'accès à une application, à une application sensible, doit être fait de manière distincte de l'accès au réseau ou de l'accès à une zone peut-être plus banale, plus triviale, comme la messagerie et encore. Et puis chaque composant doit être vérifié. Est-ce que cet ordinateur qui essaie de se connecter à moi, même si l'utilisateur et l'accès est valide, est-ce que l'ordinateur n'est pas lui-même contaminé et donc contient un cheval de Troie qui va pouvoir contaminer ensuite l'ensemble du système? Et donc chaque composant, chaque navigateur, chaque élément du système appelant doit être vérifié. Par exemple, si tout d'un coup l'appelant est géolocalisé dans un endroit qui n'est absolument pas prévu par rapport à cet utilisateur, et il y a un problème qui doit être vérifié. Et donc pour ça, on a 4 principes à mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous allons voir essentiellement le principe de zéro surface d'attaque. Donc il y a 4 zéros dans le zéro trust. Le zéro surface d'attaque, ça veut dire qu'on ne doit pas donner prise aux attaquants. Et pour ça, il faut cartographier tout ce qu'on a qui donne une prise à l'attaquant et l'éliminer. Ensuite, il faut zéro composant unique pour des raisons tout à fait différentes. C'est pour la résilience, pour éviter les single point of failure, les SPOF comme on dit. Et donc, il faut mettre en place une architecture redondante. L'incendie récent d'un des data centers d'OVH nous rappelle cruellement que si notre site web est à un seul endroit ou notre base de données est à un seul endroit, on a des composants uniques, eh bien, s'ils sont down, eh bien, on perd tout. Donc, ça rappelle également le cas des sauvegardes et donc qui doivent être localisés dans un endroit physiquement distinct, très distinct de l'endroit où se trouve notre site principal. Donc l'architecture redondante, c'est un vrai sujet et la chasse au SPOF, c'est un sujet zéro trust. Le troisième, c'est le zéro accès distant, c'est-à-dire les accès distants par VPN ou par remote desktop. Pourquoi? Eh bien parce que si l'ordinateur auquel on autorise cet accès distant est contaminé, du coup, il sera un cheval de Troie qui permettra à l'attaquant de faire pénétrer son malware dans tout le système. Et donc, à la place, on va éliminer ces accès distants et on va les remplacer par de la virtualisation et ou des proxys filtrants web, c'est-à-dire qu'on va déplacer l'accès à Internet vers un proxy et non pas directement par le poste de l'utilisateur, y compris en télétravail, c'est-à-dire des proxys filtrants qui se trouvent un peu partout sur la planète, là où on en a besoin, et qui vont faire tout le job de filtrer et de protéger le poste de travail de tous ces sites malveillants. Et puis le quatrième, c'est la zéro crédentité ouvre tout, c'est-à-dire que on va, à la place d'avoir un seul identifiant mot de passe qui va permettre d'ouvrir à toutes les habilitations, on va se connecter à des applications web, application par application. Là aussi, c'est un vrai sujet puisque ça voudra dire qu'on aura 200, 300, 500 mots de passe différents pour accéder à 500 applications, d'où coffre-fort de mots de passe, d'où système de protection de ce coffre-fort de mots de passe. Tout ça, ce sont des sujets évidemment éminemment importants du Zero Trust. Mais aujourd'hui, on va commencer par le commencement qui est savoir si notre surface d'attaque permettrait à des attaquants
d'avoir un terrain fertile, entre guillemets, pour pouvoir perpétrer leur attaque, de leur rendre la tâche difficile en éliminant le plus possible dans cette surface d'attaque. Je vous rappelle les 5 basiques de la cybersécurité, sans laquelle le reste n'est qu'une plaisanterie. Tout d'abord, pour avoir le moins de surface d'attaque possible, il faut que les patchs soient faits. Et si jamais on ne peut pas les faire, je vous rappelle qu'il existe des systèmes de virtual patching. Alors, je suis désolé pour l'acronyme, c'est le WAF, hein, le Web Application Firewall, et tous ces systèmes de virtual patching qui vont mettre un proxy entre le système de l'attaquant et l'utilisateur, qui là est un serveur web, en l'occurrence, dans le cas du WAF, et qui va faire croire à l'attaquant que le patch est passé, alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Et, sauf qu'il reconnaîtra l'attaque correspondant au patch manquant. Pour l'antivirus, là, s'il fallait faire une seule chose dans les jours qui viennent dans votre système, c'est vous équiper d'un EDR, j'aime pas l'acronyme parce qu'il veut rien dire, c'est un antivirus nouvelle génération qui est basé sur une intelligence qui examine les processus en mémoire et non pas les signatures virales comme les antivirus habituels. Et donc, Endpoint Detection and Response est capable, sur un algorithme qui va détecter que le process en mémoire fait quelque chose qui n'est franchement pas normal, comme par exemple, il lance le chiffrement des fichiers de la machine. Alors ça peut être un process tout à fait normal, puisque imaginons qu'on ait un process de chiffrement justement qui fonctionne, et pour protéger justement les fichiers. Et là, il s'agit évidemment d'un chiffrement involontaire de quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a aussi les proxys zero trust. Évidemment, pour des questions éthiques, je ne cite aucune marque, mais dès que vous tapez dans Google ces termes-là, vous trouverez évidemment l'offre conséquente. Vous pouvez compléter l'antivirus existant, évidemment, qui a toujours son rôle avec un EDR, et puis un jour, vous remplacerez l'antivirus par la fonction EDR qui est la fonction, et la fonction proxy zero trust, qui sont les fonctions qui vont réellement protéger un poste de travail sur Internet de manière correcte par rapport aux cyberattaques actuelles et surtout au ransomware. Évidemment, les sauvegardes, la sauvegarde ne peut pas passer par un simple partage de répertoire ou par une sauvegarde traditionnelle. On parle de synchro cloud, elle-même chiffrée, ce qui ne donnera plus aucune prise au ransomware puisqu'il ne trouvera plus de fichiers entre guillemets normaux de type Office, de type bureautique à chiffrer. Et pourquoi cloud? Ben justement pour l'éloigner du data center en question dans lequel les données principales sont et sont stockées, et aussi pour les éloigner du poste de travail, le fameux utilisateur en télétravail qui va avoir tendance à stocker ses fichiers sur son poste. Et donc, s'il a un ransomware, ben, il va tout perdre. Et donc, une sauvegarde cloud sur un système cloud éloigné. Voilà. Évidemment, ça ne préjuge en rien de l'aspect RGPD, de l'aspect protection des données sensibles. Là, on parle de survie du fichier dans son contenu. Et puis, je l'ai mis en rouge, c'est l'exposition à Internet et la surface d'attaque. C'est ce qu'on va regarder de plus près aujourd'hui. Et le cinquième, c'est évidemment la capacité à être alerté en cas d'attaque. Bon, évidemment, si c'est un ransomware, on va être renseigné assez vite puisque les écrans et les serveurs vont se bloquer. Une gestion des incidents avec un suivi de tickets, une gestion de crise, et puis un Security Operation Center opérationnel de manière à pouvoir mobiliser les équipes et mener à bien une opération de rétablissement, de remédiation le plus rapidement possible. Donc tout ceci doit être fait dans
le plus rapidement possible et on doit être parfaitement clean sur ces 5 sujets-là. Sinon, tout le reste, c'est vraiment de la littérature. On va parler maintenant de l'exposition Internet. Et voici le, le rapport de base de Security Scorecard où on voit ici une entité qui, qui a un score donc qui est basé sur un certain nombre de chapitres fondamentaux dans l'exposition Internet. Évidemment, la sécurité réseau, puisque c'est celle qui fera défaut en cas d'attaque, notamment sur les protocoles de chiffrement faible. On va regarder plus dans les détails ce système. Là où j'ai mis les flèches bleues, ce sont les 3 points qui sont directement liés au télétravail. La sécurité réseau à cause de l'accès distant, la sécurité du poste de travail, le endpoint security. Évidemment, si le poste de travail est piraté, on comprend que assez, assez rapidement, tout le système pourrait l'être. Il suffit d'un poste. Et puis la sécurité applicative, puisque si le site web auquel on se connecte ou l'application à laquelle on se connecte a un trou de sécurité, eh bien, comme on dit, Houston, we have a problem. Et puis, il y a d'autres choses, naturellement, comme la santé du DNS, qui est cruciale, puisqu'elle permettra un certain nombre d'attaques sur l'usurpation de domaine, la cadence de patching, qui est, évidemment est fondamentale, puisqu'on exploite, les attaquants exploitent les patchs non passés sur les serveurs et sur les machines, la réputation IP, qui peut poser problème, par exemple sur les attaques notamment de phishing, où on va usurper un domaine, où on va aussi pouvoir faire du déni de service en bloquant tel ou tel IP. Le Qubit Score, qui est le score sur les bonnes pratiques, qui est visible depuis Internet. Est-ce que les bonnes pratiques sont faites dans cette entité? Le Hacker Chatter, qui sont les chats dans le dark web, qui racontent des choses sur votre entité. Et donc, s'il y a du chat sur votre entité, c'est pas bon signe. Ça veut dire que des hackers ont récupéré des données de votre entreprise, par exemple des crédentiels, des logins mots de passe, et essayent de les négocier, voire des données sensibles, des dossiers médicaux par exemple. Information leak, eh bien, ça veut dire que des données ont fuité sur le dark web, sur votre entreprise, et donc ces données ont été retrouvées par l'algorithme. Et le social engineering, c'est-à-dire est-ce que des gens ont cliqué sur des mails de phishing chez vous et est-ce que ils se sont fait avoir par un mail de phishing. Dans le radar en haut à droite, vous avez la couverture en rouge de l'entité et en bleu une comparaison avec le domaine correspondant. Là, c'est un domaine gouvernemental, donc c'est un site public avec tous les items qui sont mentionnés. Donc, on voit la couverture habituelle et la couverture spécifique. On voit très clairement dans cette entité que il y a un problème avec la sécurité réseau puisqu'elle est à F sur une note à l'américaine de A à F, A étant la meilleure note, F la moins bonne, et 31 qui a un score sur 100 points. Donc 31 sur 100, c'est pas bon du tout. Il y a un autre score pour le DNS qui est à F, pour les patchs également, pour la sécurité des points des machines clientes et pour la sécurité applicative. Au passage, on a des choses qu'on retrouve sur Shodan, par exemple, comme les ports ouverts. Il y en a 31 ici. Il a découvert 6884 vulnérabilités sur le site, mais fort heureusement, au moment où on parle, il y a 0 malware et 0 information qui ont fuité. C'est pas une raison pour anticiper un peu et pour corriger tout ça. Voilà les indicateurs de Security Scorecard correspondant à cette surface d'attaque. Un exemple plus précis dans la sécurité réseau. Donc, on a réparti ici
la sévérité en 3 catégories, haute, moyenne et basse. Et dans la sécurité haute, on voit qu'il n'y en a aucune. Par exemple, s'il y avait des certificats révoqués ou du SSH vulnérable, évidemment, comme c'est le logiciel pour administrer la plupart des machines Linux, on serait en danger. Et puis, si on avait des bases du big data comme Elasticsearch ou MongoDB qui étaient directement exposées à Internet, on serait très mal. Ici, on est moyennement mal en sécurité réseau. On a notamment 242 services TLS qui sont le fondement de HTTPS qui sont faibles. On a également 27 weak cipher sur SSH et 2 weak MAC. Donc le SSH, il n'est pas vulnérable, mais il utilise un chiffrement faible qui pourrait évidemment être mis à mal par une attaque SSH. Et puis on a aussi 4 RDP, donc il y a 4 personnes dans cette entité qui au moment de l'analyse se connectent en remote desktop. Quand on sait toutes les vulnérabilités qu'il y a dans remote desktop, on voit que c'est extrêmement dangereux de laisser cela activé. Et on a même un service MySQL, c'est-à-dire une base de données qui est observée et qui est accessible depuis Internet. Au passage, on a 8 FTP, donc FTP, File Transfer Protocol, c'est-à-dire des transferts de fichiers avec un protocole en clair qui date des années où j'étais jeune. C'est un des premiers protocoles d'Internet et je pourrais vous faire une démo. Le login et le mot de passe passent en clair. Donc, si quelqu'un installe les man in the middle, il va pouvoir récupérer le mot de passe FTP caractère par caractère, même s'il fait 20 caractères, et va pouvoir donc récupérer tous les fichiers du serveur FTP en question. Au passage, on a également 28 certificats qui n'ont pas de contrôle de révocation. Donc, on ne saura pas s'ils sont un jour non utilisables. Un autre exemple avec les patchs, ici, on voit que là, on peut sans exagérer dire que c'est la catastrophe. Il y a 252 patchs non faits, non passés, qui sont de sévérité maximale. Et on a des CVE, des Common Vulnerabilities and Exposure, de cadence de patch de 274 qui ne sont pas faits. En médium, on en a plus de 1000. Et voilà. Donc, on a près de 2500 patchs non passés ici dans cette entité. Et chacun de ces patchs, surtout les 526 de sévérité haute, qui sont autant de points d'entrée potentiels pour les attaquants. Je vous rappelle que tout ceci est visible depuis Internet, c'est-à-dire que n'importe quel attaquant, il a exactement cela avec son kit de reconnaissance. Pour le endpoint security, il s'agit essentiellement de choses obsolètes, c'est-à-dire de choses qui ne sont plus patchables, comme par exemple des vieux navigateurs, des versions non mises à jour, ou des vieux systèmes d'exploitation, en général Windows. On va parler ici de Windows 7, voire de Windows XP. Voilà justement nos fameuses machines. Évidemment, j'ai caviardé l'adresse IP, puisque c'est un vrai site. Et donc, ce sont des machines en Windows 7 qui ne sont plus maintenues, et il y a même une machine en Windows XP. Donc là, c'est un point d'accroche, je dirais, de niveau piste verte pour l'attaquant. Cette machine sous Windows XP est un danger pratiquement létal, et les attaquants vont se concentrer sur cette machine dont ils ont l'adresse IP. Maintenant, vous l'avez et vous pouvez directement agir au niveau de votre SOC ou de votre informatique pour faire cesser le fait que cette machine se connecte à Internet. Vous pouvez également suivre l'évolution de votre sécurité au niveau de la surface d'attaque dans le temps. Donc, on voit la moyenne en bleu et votre propre cas, le cas de l'entreprise qui
qui est suivie ici, on voit qu'elle était à C, presque à B au début du confinement l'année dernière, et puis elle avait même mi-avril connu une embellie, elle était presque à A, et puis ensuite ça s'est dégradé au fur et à mesure. Et puis l'été, et puis au mois de septembre, ici, elle a touché le F. Après, il y a un ressaisissement progressif avec un petit passage à C au mois de février, et puis boum, redescente à D en mars. C'est pas la même entreprise, c'est une autre entreprise que celle que nous avons vue dans le premier exemple. Et sur l'histogramme du bas, on voit le même histogramme avec cette fois-ci la possibilité de faire le focus sur, par exemple, les patchs ici en rouge. Et on peut cocher ici, on peut suivre une ou plusieurs catégories. euh, et ça, depuis le moment du début de l'analyse ou sur une période de temps donnée. On peut aussi faire quelque chose d'assez important pour la gouvernance, c'est rapprocher toutes ces failles de sécurité de la conformité. Ici, j'ai pris le RGPD. Et donc, si je fais un audit RGPD de cette entité, eh bien, l'article 24 n'est pas respecté et l'article 25 n'est pas respecté par rapport à toutes ces expositions à Internet que l'on peut lire. Par exemple, le typo squatting de domaine possible, 18 possibilités ici, ou par exemple le SPF record qui manque à 9 reprises. Et donc, pour la gouvernance, vous avez quelque chose de très simple à faire, c'est de dire d'un point de vue RGPD, voilà ce que vous devez faire les équipes techniques pour que ceci n'arrive pas. Donc vous avez un premier angle qui est l'angle de la surface d'attaque, mais vous avez un deuxième angle qui est l'angle de la conformité RGPD. Vous avez un troisième angle qui est l'angle de la conformité ISO 27001 et surtout 27002, c'est-à-dire les 114 mesures SecOps, et vous pouvez très bien rapprocher le Security Scorecard d'un référentiel ISO 27001. Vous pouvez faire de même avec toutes sortes de référentiels, comme le référentiel NIST, le référentiel PCI DSS ou d'autres référentiels. On a aussi le HIPAA, qui est l'équivalent américain de HDS, de hébergeur de données de santé, ou également le Cyber Security Maturity Model, qui est extrêmement intéressant puisqu'il montre non pas j'ai ou j'ai pas, mais la maturité. Et en plus, vous pouvez créer votre propre référentiel et le rapprocher au niveau de la surface d'attaque de ce que le Security Scorecard vous donne. L'intérêt, c'est de pouvoir faire un plan d'action séparé en catégories, en haute, moyenne et basse, pour pouvoir vous concentrer sur les choses critiques et donner ce plan d'action à faire aux différentes équipes concernées. Par exemple, ici, on a la Content Security Policy. Ça, c'est quelque chose qui a un rapport avec les sites web qui manque. Le HTTPS, c'est le réseau. Il y a des sites en HTTP. Le Outdated Operating System, c'est renouvellement de parc ou mise à jour du parc au niveau du système d'exploitation pour être dans la version la plus récente du système d'exploitation le plus récent. Pareil pour le navigateur. On voit qu'on peut donc, en termes de gouvernance, répartir les tâches sur les différentes équipes et les suivre en ouvert, résolu ou pas possible à résoudre. Ici, un exemple justement des rapports que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir des rapports extrêmement détaillés avec chacune des vulnérabilités ou un rapport, on va dire, pour les dirigeants, pour les élus, si c'est une ville, pour le board de direction, qui est un rapport en mode radar. Et vous voyez qu'il existe en français,
en anglais, en espagnol, etc., dans différentes langues. Et vous pouvez avoir tous ces rapports directement en français et donc lisibles par les différentes personnes indépendamment de leur niveau d'anglais. Pour les mesures à prendre et pour les rapports détaillés, on va jusqu'à vous donner en quoi consiste le problème. Par exemple, on voit que la politique de sécurité de contenu est manquante. Et donc, que faut-il faire? Eh bien, il faut faire une directive CSP qui indique au navigateur web les emplacements où il y a des ressources qui permettent l'affichage d'une page. Ça permet d'éviter les injections de pages erronées ou malveillantes, notamment dans les composants tiers, tierce partie ou quatrième partie, comme par exemple ce qui fait appel à des cookies ensuite de session ou bien à des cookies qui servent pour tout ce qui est analytique, etc. Là, pour le HTTPS, tout le monde connaît. Pour les bonnes pratiques du HSTS, pareil, sont des bonnes pratiques de programmation des pages web. Et voilà. Donc, à chaque fois, on a quelque chose qui fait que quand on va le résoudre, eh bien, on aura un impact sur le score et donc le score va remonter. Ça a une conséquence, c'est qu'on va pouvoir avoir des indicateurs en disant ma cybersécurité, elle a telle note et elle a telle cotation et elle a telle évolution. Ça a des conséquences absolument incroyables. Par exemple, une société d'assurance va pouvoir assurer d'une manière meilleure, c'est-à-dire avec un taux de prime d'assurance qui sera moindre pour une compagnie qui obtiendra la note de A. Et bien entendu, une compagnie qui aura la note de F, une entité qui aura la note de F, eh bien, elle aura une moins bonne cotation, un peu comme les cotations financières. Et du coup, elle va avoir une moins bonne prime, voire elle ne pourra pas être assurée du tout, comme on dit dans l'assurance, les gens qui sont malucés. Et donc, en ce qui concerne la gouvernance, vous pouvez suivre sur votre dashboard, je suis actuellement 81 entités, vous pouvez suivre toutes les entités qui sont sous votre gouvernance et en particulier, vous pouvez agir de manière ponctuelle sur telle ou telle entité et donc fournir ensuite au board, en tant que RSSI, en tant que CISO, une appréciation globale de la situation, de la totalité des entités que vous devez suivre. Ce qui est idéal pour les entreprises qui ont énormément d'entités. Vous pouvez également faire le focus sur quels sont vos risques les principaux et quelles sont vos 3 entités qui sont les moins bien loties. Vous voyez qu'ici, il y a une entité qui a un score de 35, c'est la plus basse, une de 46, etc. Vous avez également, au passage, une petite veille avec des security news. En cliquant dessus, il vous donnera des détails sur l'attaque en cours. Au final, pour avoir une bonne gouvernance de sécurité, comme disait Vauban, le tout n'est pas de faire des règles et des systèmes. Et le bon sens et l'expérience priment, comme dans les fortifications de Vauban qui sont encore valides aujourd'hui. Et en l'occurrence, le fait de réduire sa surface d'attaque et de réduire cette surface d'attaque en s'attaquant directement à un plan d'action délibéré par rapport à ce que l'algorithme a trouvé présent sur Internet et qui est accessible aux pirates, me paraît un très bon moyen d'abord de faire de la sécurité concrète et deuxièmement de donner plus confiance à vos dirigeants, à votre board, à vos élus, parce que actuellement, avec tout ce qu'ils voient dans les médias et tout ce que nous savons qui existe réellement, pose un vrai problème de confiance dans les équipes sécurité. Et donc voilà un excellent moyen de restaurer la confiance et d'agir concrètement. Je vous remercie de
de votre attention et Franck va vous proposer quelque chose d'assez attrayant et juste après, je répondrai à vos questions que vous avez mentionnées dans le chat. Merci Mauro pour ce contenu. C'était très, très intéressant. En effet, pour les participants à ce webinaire, on vous propose d'obtenir votre scorecard. Donc, pour cela, il suffit de m'envoyer un email. Vous voyez mon adresse email sur votre écran, faknin@securityscorecard.io, ou vous pouvez rentrer en contact directement avec moi par téléphone. Donc, je vous inviterai. Oui. J'ajoute que c'est gratuit, Franck. C'est-à-dire que le fait d'obtenir votre scorecard ne vous engage en aucune façon, à part le fait d'envoyer votre email à Franck et, et vous recevrez en retour un rapport détaillé de la surface d'exposition de votre entité. Et évidemment, il faut que votre demande corresponde à l'entité de votre email. Vous ne pouvez pas demander la scorecard de votre concurrent. Complètement, complètement. Donc, c'était important de le préciser. En effet, c'est gratuit. On peut peut-être annoncer aussi qu'on a un deuxième webinaire qui est prévu. Donc, on a une série de 3 webinaires. On vous en dira plus sur le troisième lors du deuxième, mais peut-être qu'on peut annoncer le deuxième webinaire qui se tiendra le 7 avril à 11 heures. Mauro, je te laisse en dire un peu plus dessus. Oui, le webinar, ça sera la continuation de celui-ci, c'est-à-dire que nous allons voir concrètement avec l'outil, sous une forme de démonstration, comment on prend une entité en termes de diagnostic et ensuite on sort un plan d'action. Et ce plan d'action, on va voir item par item, donc le HTTP, le weak cipher, le Content Security Policy. Chaque item, on va voir quelles méthodes et quels outils on va pouvoir mettre en place pour réduire le problème et donc pour concrètement le transformer en un colmatage de la vulnérabilité en question. Donc, ça sera plus une session interactive avec justement du consulting sur comment, quoi faire pour réduire telle ou telle vulnérabilité. Et si vous êtes volontaire, si l'un d'entre vous est volontaire, on peut prendre votre propre cas pour l'étudier, ou sinon on prendra un cas d'une société qui sera ou d'une entité qui sera floutée au niveau de la démonstration. Parfait, on peut peut-être passer aux questions-réponses. Alors, une question qui revient, c'est combien d'adresses IP peut-on transmettre? Je suppose qu'on parle de son propre inventaire d'adresses IP. C'est une Donc, très bonne question. Effectivement, euh, on peut transmettre les adresses IP correspondant à son domaine. Donc, si on a un domaine qui contient plusieurs entités, c'est le nom du domaine qui correspond à une entité. Par exemple, si on s'appelle, on va dire Renault, ben c'est le site principal de Renault, renault.fr, on va dire, et en dessous, toutes les adresses IP correspondantes. Ça peut être une plage d'adresses par rapport à un domaine donné, un .net, un .io, etc., un .com. Et si on est une entreprise, c'est le nom de l'entreprise ou de l'entité qui fait foi. Par exemple, si on est une ville, ça sera le nom de la ville et de son domaine principal. Ensuite, on peut faire ajouter à la découverte de l'algorithme un certain nombre d'IP qui correspondent à des entités qui font partie du domaine, mais qui ne sont pas trouvées par le résolveur DNS. Donc, qui sont des adresses qui n'ont pas de DNS relié à cette adresse IP. C'est soumis à validation. Moi, par exemple, dans mon domaine,
j'ai mis l'adresse IP de ma box ADSL. Donc, vous pourriez faire ça pour vos télétravailleurs principaux qui ont des données sensibles et qui sont whitelistés, par exemple, pour entrer sur votre système. Et j'ai mis aussi la, le NAS. J'ai un système de stockage massif et j'ai mis son adresse IP qui est résolue dans un autre domaine correspondant à la marque du NAS et je l'ai mise aussi dans mon périmètre. Donc vous pouvez mettre vos NAS de vos télétravailleurs ou de vos sites distants. Vous pouvez mettre des plages d'adresse IP qui sont visibles en DMZ. Et la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est mettre des adresses IP internes non routables de type 10.x, 172.16.x et 192.168.x. Ça, vous ne pouvez pas puisque elles ne sont pas joignables. Vous pouvez mettre toutes sortes d'adresses IP à partir du moment où elles sont joignables par Internet. Donc, mais vous pouvez en avoir plein sur un seul domaine. Très bien, je pense que tu as répondu même à la question qui était aussi en rapport. Est-ce qu'on peut donner toutes nos IP publiques pour le scorecard? On À peut toi de donner dire. toutes nos IP publiques pour le scorecard à partir du moment où elles consistent au même domaine. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous pouvez avoir envie de tester la sécurité de vos fournisseurs d'applications web, vos fournisseurs de cloud. Là, vous ne pouvez pas l'inclure dans votre propre Security Scorecard. C'est un autre abonnement, un abonnement qui permet de couvrir un vaste panel de domaines en plus du vôtre. Donc, il y a l'abonnement de base qui permet de couvrir juste votre domaine. Et puis, il y a les abonnements plus étendus qui permettent de couvrir vos fournisseurs, vos télétravailleurs, non, pas vos télétravailleurs, vos sociétés de prestations informatiques qui rentrent dans votre système, par exemple. Voilà, ça, ce sont des choses qui nécessitent un abonnement étendu. Et puis, si vous êtes une compagnie d'assurance, en fait, vous allez pas tester votre propre domaine, vous allez tester n'importe qui. Et là, c'est l'abonnement le plus haut de gamme qui permet en fait de tester n'importe qui. Moi, en tant que partenaire, j'ai ce type d'abonnement en tant que partenaire Security Scorecard. Et donc, je peux faire des audits en fait sur n'importe quelle société à partir du Security Scorecard. Et ma valeur ajoutée sera évidemment de vous donner un plan d'action et de vous dire quoi faire. Certains vont vouloir faire l'audit eux-mêmes quand ils ont cette maturité, et d'autres vont faire appel à des partenaires comme moi pour le faire. Et je vous parie que dans les mois qui viennent, de nombreuses sociétés de services vont acquérir cet abonnement de partenaires pour pouvoir faire eux-mêmes ces diagnostics de cybersécurité. Les questions fusent, donc on va essayer de répondre encore à quelques questions. De ce que tu viens de dire, il y a une question qui demande, est-ce qu'on doit avoir l'aval du fournisseur Alors, oui, pour le et co-review? c'est bien sûr, pour faire un audit d'un fournisseur, il faut avoir une autorisation explicite. C'est une des clauses contractuelles d'ailleurs que l'on fait figurer lorsqu'on devient hébergeur de données de santé ou quand on veut briguer la certification ISO 27001. Dans le chapitre, si ma mémoire est bonne, 14 de ISO 27001, nous avons le fait d'introduire un certain nombre de clauses dans les contrats fournisseurs, comme la clause d'audit. Donc la clause d'auditabilité doit être signée préalablement, sinon vous faites faire un avenant à votre contrat où vous introduisez la clause d'auditabilité, c'est-à-dire que vous aurez la capacité d'auditer votre fournisseur dans ce qu'on appelle un audit de seconde partie. Et si vous n'avez pas cette clause, vous n'avez pas le droit d'auditer votre fournisseur. Ce n'est pas possible de faire un audit, donc de demander à une entité
d'audit, d'auditer votre fournisseur. Voilà. Maintenant, vous pouvez regarder son exposition à Internet. Ça, vous avez le droit puisque ce n'est absolument pas un audit ni une intrusion, c'est juste une vérification comme peuvent le faire n'importe quelle entité externe. Encore une fois, il n'y a pas pen test, il n'y a pas thèse d'intrusion, il n'y a aucune action négative. On regarde juste si les fenêtres sont ouvertes. Et ça, n'importe qui peut le faire. Exactement. Donc, Security Scorecard vous permet d'avoir cette vision externe. C'est sûr que si vous devez après faire un audit plus poussé, bien sûr qu'il faudra avoir l'aval de votre fournisseur. Une autre question, en combien de temps la plateforme peut-elle noter une entreprise qui n'est pas connue? C'est une très bonne question parce que il y a deux types d'algorithmes. Il y a un algorithme quasiment instantané qui vérifie les ports ouverts et les vulnérabilités. Donc, on a un pré-scoring qui prend quelques minutes. Et ensuite, ça dépend. Il y a deux cas. Soit l'entreprise est extrêmement connue et donc le scoring a déjà été fait par une société d'assurance, par une société d'audit, notamment financière. Et donc, il y a près d'1,5 million de sociétés qui ont déjà un score dans Security Scorecard au moment où on parle. Et ensuite, pour les petites entités, en général, elles n'ont pas été repérées parce qu'elles sont pas cotées en bourse ou dans une entité de taille internationale. Auquel cas, ça va prendre après ensuite 2 à 3 jours. J'ai fait ça notamment avec des hébergeurs cloud locaux ou des data centers locaux. Ça a pris 2 à 3 jours pour avoir le Security Scorecard détaillé. Et donc au début, on a une note provisionnelle et ensuite on a une détaillée. Il faut attendre la détaillée parce que elle va, elle va activer les algorithmes dans le dark web, les fuites d'informations, etc. Et donc la réponse c'est 2 à 3 jours. On a fait le tour et on est 3 minutes avant la fin du webinaire. Mauro, je te remercie pour ce contenu et je vous dis à très vite à tous pour le deuxième webinaire éventuellement. Merci Franck, merci à tout le monde d'avoir assisté et je suis sûr que ça va vous faire un effet waouh et que vous allez passer à l'action et on reste en contact et je vous donne rendez-vous effectivement le 7 avril pour mettre en place le plan d'action concret. À bientôt à En effet, tous. Portez-vous bien et à n'hésitez toutes pas à aussi. me demander votre scorecard et on vous dit à très très vite. Merci à tous.